quand j'ai un frisson, je sais qu'il faut aller par là. Comme si j'étais une intuition. Ouais. Comme si j'étais guidé par quelque chose de plus fort. Et je pense que tout le monde est guidé par quelque chose de plus fort, mais il y en a, ils ont perdu la capacité à ressentir ça, Oui. parce qu'ils sont trop dans une routine, dans un truc, abrutis par tout un tas de divertissements, et après, tu t'écoutes plus. Quand tu cherches trop longtemps quelqu'un, c'est que c'est toi. Tu comprends? Oui. Ceux qui cherchent toute leur vie la personne inspirante, mais en fait, c'est eux. Si tu l'as pas trouvé, c'est que c'est toi. Mais moi, j'ai pas trouvé meilleur businessman que les gars de la rue. En termes de tout, de négo, de charisme, de posture, de tout dans la rue, t'apprends en accéléré. Okay. Comme le permis en accéléré, c'est ça. T'apprends le business en accéléré. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves? Moi, je suis prête. Et toi? Let's go! Hello Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Salut Jade, pas de problème. Donc aujourd'hui, je reçois Thomas qui a plein de casquettes, donc je vais laisser le soin à lui de se présenter et de nous dire ce qu'il fait. Ok, c'est assez simple en vérité. Je suis un commerçant, mais j'ai plusieurs commerces, plusieurs activités, avec plusieurs adresses. Mais la particularité de ces adresses, c'est qu'elles se retrouvent toutes dans une même rue. Donc la rue Jean Massé, dans le 11e, qui comprend 2 salons de coiffure, des activités de boutique éphémère qu'on appelle communément pop-up store, un studio d'enregistrement, une boîte de production, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc dans le podcast, en fait, on s'intéresse au parcours pas forcément d'entrepreneurs, il y a aussi des salariés. On s'intéresse au parcours de personnes qui ont fait des choix de cœur. Et je ne te connais pas personnellement, mais je suis cliente du coup de Dreadlux. Et j'ai cru percevoir que ça te caractérisait en fait. Et quand j'en ai parlé un peu avec toi, quand je t'ai demandé de participer, ça m'a confirmé que c'était le cas. Et notamment aussi avec le podcast que tu as enregistré cet été. De Tanguy. Exactement. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur tes motivations en fait et ce qui t'a fait choisir ce chemin-là de créateur du coup de marque, de business. Qu'est-ce qui t'a mené à ça au tout début? Au tout début, souvent dans des conversations avec des amis, moi je sors toujours les mêmes anecdotes. J'essaie de vraiment pas oublier dans quel état d'esprit j'étais au tout début, tu vois. Donc, ce que je leur dis à chaque fois, c'est genre, tu vois, tout le monde, enfin, en tout cas les créatifs, ils ont des idées, genre, attends, ce serait cool si ça existait, tu vois. Ça t'est déjà passé par la tête, un concept, une idée, un objet, quelque chose qui viendrait améliorer la vie des gens, tu vois. Genre, qui répondrait à une problématique. Et toi, tu te dis, mais c'est ouf que ça, ce soit pas fait. Alors qu'en fait, peut-être c'est fait, peut-être c'est mal fait, peut-être que c'est pas fait ici, mais c'est fait ailleurs. Et en général, c'est une idée. Il y en a qui vont l'écrire, il y en a qui vont y penser, qui vont s'en souvenir, et il y en a qui vont aller jusqu'au bout. Ouais. En fait, c'est ça qui détermine les entrepreneurs et des personnes rêveuses, on va dire. Tu vois ? Et moi, le truc, c'est qu'à chaque fois que je me suis dit, par exemple, pour le salon de Lox, c'est fou qu'on ne puisse pas faire des locks en une seule séance. Dans tous les salons où je vais, ils me proposent 1 an, 2 ans, 6 mois. C'est pas possible. Je suis sûr que sans attendre tout ça de temps, on peut avoir des locks en cherchant bien. Et ça n'existait pas. Donc, on l'a créé.
Et voilà. Et très souvent, moi, quand je parle avec des gens, ils me disent, regarde, ma mère, elle est au bled, si je fais ça, j'envoie de l'argent, je donne un truc. Et moi, j'ai des idées de systèmes qu'on pourrait mettre en place, mais je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'ai déjà mes trucs sur le feu. Mais quelqu'un qui n'a pas de projet, qui a une idée, il faut qu'il écrive son idée. Tu vois, ça devient après un projet. Toi, en fait, tu as un mindset où tout est possible. Tout est possible. Tu n'as pas de limite. Et du coup, ce mindset-là, il vient d'où? C'est quelque chose que, d'après toi, c'est inné chez toi? Ou c'est par rapport aux personnes que tu as croisées qui ont forgé ce truc de tout est possible? Quel est le truc qui t'a... Déjà, la base des bases, c'est que j'ai confiance en moi. J'ai de l'assurance, mais pas trop d'assurance, genre quitte à être genre un but de sa personne. Genre, j'essaie de garder vraiment de l'humilité, mais moi, quand je parle de mes projets, je m'en fous que toi, tu n'y crois pas. Parce que quand je t'en parle, c'est normal que tu n'y crois pas, tu n'as pas la visualisation. Et très souvent, par exemple, quand j'ai pris ce local dans lequel on est là, j'en ai parlé à des gens, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'es sûr, un studio dans un bar, je vois pas trop comment le truc va se faire et tout. Je dis, bah t'inquiète, de toute façon, tu verras. De toute façon, ça va se faire. Donc, quand tu as cette déterre, eh ben, tu as juste à suivre ton plan, à être focus. Et quand je dis focus, c'est garder ça en tête à chaque seconde de ta vie, à chaque interaction, à chaque personne que tu croises, tu parles de ça. Dans tes rêves, quand tu manges, quand tu es aux toilettes, tu penses tout le temps à ton projet. Il va se réaliser. Parce que tu vas tellement être à fond que tu vas transmettre cette motivation aux gens et après, ils vont vouloir même y participer. Et pour répondre à ta question, d'où ça vient, c'est que moi, je suis artiste à la base. Et les artistes, en général, ils sont créatifs, ils visualisent des choses et après, ils les manifestent sous forme d'art. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix dans ma vie. Les artistes, on le sait, ils ne sont pas réputés pour être blindés, tu vois. Ils n'ont pas d'oseille, et ils ont toujours des vies un peu de bohème et tout. Et moi, je ne voulais pas, j'avais des enfants, j'avais des choses à payer, j'avais des trucs. Je ne pouvais pas être cet artiste-là qui vit au gré du vent, tu vois. Donc, il a fallu que je me structure et que je garde mon âme d'artiste, mais dans le business. Donc, en fait, je suis un artiste businessman ou je suis un businessman artiste. Du coup, j'ai une hypersensibilité. J'ai de l'empathie. Quand on me parle, j'écoute vraiment et j'écoute les besoins. Et ça crée je réponds à une demande. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le business. Il y a une demande et une offre. Et ben voilà. Tu me dis d'où ça me vient? Ça me vient, je pense, du côté artiste et du fait que j'ai toujours créé, que ce soit des textes, des films, des clips. Et voilà. Et après, ça a été des concepts, des business, des magasins, des boutiques. Mais je suis toujours resté dans un processus de création. Et du coup, cette partie business qui est arrivée du coup, à se greffer à la partie artiste, tu l'as développée comment? C'est-à-dire que tu avais déjà, tu savais déjà comment ça marchait le business et du coup, comment c'est arrivé? Je connaissais rien. Et en vrai, moi, j'ai des visions depuis que je suis petit. Genre, je vois des choses, mais je sais pas, je vois des fantômes, tu vois, mais genre, quand j'ai un frisson, je sais qu'il faut aller par là. Comme si j'étais une intuition. Comme si j'étais guidé par quelque chose de plus fort. Et je pense que tout le monde est guidé par quelque chose de plus fort, mais il y en a, ils ont perdu la capacité à ressentir ça. Parce qu'ils sont trop dans une routine, dans un truc, abrutis par tout un tas de divertissements, et après, tu t'écoutes plus. Et moi, tu vois, je vais croiser des gens, je vais me dire, lui là, ça sonne bien ce qu'il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Pareil pour quand ça sonne bien, quand il y a quelque chose qui va bien, tu vois. Par exemple, toi, ça se fait vite. Quand c'est fluide comme ça, c'est qu'il faut que ça se fasse. Donc moi, je suis contre les questions qu'on pose aux enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu te vois où dans tel... En fait, tu ne peux pas savoir si tu es ouvert à la vie. La vie, elle va t'emmener là où elle a décidé pour toi. Et en gros... comment ça m'est venu, tu dis? J'ai eu le frisson dans plein de choses. Et je me suis dit, faut faire ça. Là, il faut que j'ouvre un salon. Puis il faut que j'en ouvre un deuxième. Il faut que j'ouvre un troisième. Et là, je ne sais pas, dans un an, quand on va se revoir, où j'en serai, peut-être il y en aura encore plein. Et peut-être j'aurai tout lâché. Mais du coup... Tu te laisses ce vide-là, en fait, à explorer et sans te dire absolument, il faut que je sois là, à telle date, etc. Je suis focus dans mes projets, mais j'ai pas de... Je suis ouvert dans mes options, tu vois. Okay. Le truc doit se réaliser,
il va se réaliser. Après, peu importe le chemin que j'emprunte, c'est un peu les rencontres, les voyages, les choses qui vont m'emmener dans un itinéraire et que j'aurais pas forcément décidé. Parce que comme quand tu voyages, en fait, tu prends ta carte du monde, tu dis bon, je vais passer par là, par là, par là, par là. Mais t'as pas anticipé que là, il y a une tornade, là, il y a un ouragan, là, il y a un feu de forêt. Là, du coup, il va falloir que tu changes. Donc finalement, ton plan, il sert à rien. Adapte-toi. Moi, je vois la vie comme ça. Non, c'est vrai que je pense que c'est une faculté que tout entrepreneur doit développer parce que c'est jamais une ligne droite. Il faut justement savoir rebondir, etc. Et c'est vrai que j'ai croisé sur mon chemin des entrepreneurs qui étaient un peu dans la sécurité, enfin, des gens qui venaient de lancer un projet et du coup qui n'étaient pas à l'aise avec tu vois, ce petit déséquilibre là qu'on a. Mais ça du coup, c'est compliqué après parce que ce déséquilibre, on l'a tout le temps et c'est même quand on entend des entrepreneurs qui ont des millions, etc., qui ont bâti des énormes trucs, bah, ils ont quand même ce truc-là. En fait, ça reste tout le temps. C'est l'adrénaline. En fait, tu peux pas entreprendre sans prendre de risques. Et si tu prends pas de risques, ça va être pas forcément intéressant. Moi, je conçois pas sans la prise de risque. Parce que ça fait kiffer. Quand carrément. Il y a des choses qui sont en jeu, que tu peux perdre, tu peux gagner, et qu'à la fin tu gagnes, bah, c'est encore plus de mérite, tu vois. Alors, entreprendre dans la sécurité, ça me fait pas vibrer, hein, moi. Genre, autant être salarié, en fait. Et ce que j'explique à mes proches qui me disent, mais t'en as pas marre de galérer, là, tu remets tout en jeu comme au poker, tu vois. Tu gagnes, après tu fais all-in tout le temps. Bah ouais, mais c'est ça le jeu. C'est ça quand t'es joueur. Et quand t'es joueur, tu perds aussi. Donc demain, je suis pas à l'abri de tout perdre parce que j'ai eu l'idée de trop. Mais c'est le jeu, en fait. Il n'y a pas de problème, on assume, tu vois. Ouais, carrément. Et quand tu me disais tout à l'heure comment ça t'est venu, l'esprit entrepreneurial et tout, en fait, c'est surtout les erreurs, en fait. Genre, au début, tu connais rien. On te parle fiscal, on te parle comptable, on te parle social, on te parle tout ça. Et tu dis, mais je comprends rien, je parlais moi français, tu vois. Et une deuxième chose, c'est que j'ai pas fait de longues études. Donc, j'ai pas eu le temps d'être formaté. J'ai pas eu le temps qu'on a mis mon cerveau dans telle ou telle forme. Mon cerveau, il est resté tel quel, comme quand j'étais bébé, tu vois. Et du coup, c'est que les erreurs et les expériences qui l'ont forgé et formalisé, tu vois. Donc, bah, chaque fois que je connaissais pas, je me disais, je suis pas plus con qu'un autre. Viens, je me lance. Même si je bluffe, je me fiche au pire. On va me dire, mais quoi, tu connais pas ça et tout. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, je le connaîtrais. Et dommage collatéral pour mon interlocuteur. Et voilà, plus tôt tu fais l'erreur, plus tôt tu apprends la leçon, plus tôt tu deviens expert, en fait, après. Carrément. C'est vrai que quand on a beaucoup trop d'appréhension, moi, je sais que je suis dans la même énergie que toi, c'est-à-dire que je fonce et des fois, autour de moi, les gens ils me disent non, mais attends, doucement, parce que... Non, pas doucement, parce que c'est là, maintenant, en fait. Ça se trouve, demain, ça sera plus là. J'ai pas le temps. Donc, du coup, c'est là, maintenant. Et oui, ben, y a des... Moi, je suis entrepreneur depuis 4 ans. Et il y a l'année 2021, elle a été catastrophique. Mais je me suis relevée. Parce que, en fait, c'est un peu des cycles, en fait. C'est-à-dire que bah, ça va pas bien. Ah, bah, j'ai grave appris sur cette année, en tout cas. Comme tu dis, c'est les erreurs. J'ai grave appris sur cette année. Et du coup, là, je suis en train de sentir que... Bah, là, du coup, avec tout ce que j'ai pris sur cette année difficile, les gens ils disent non, mais tu veux pas retourner en salarié et tout. Je fais non. C'est impossible. En fait, c'est la loi de la jungle. Donc, moi, quand j'ai vu le Covid arriver, on en a vu d'autres. C'est-à-dire que j'ai vécu des trucs dans ma vie où je me suis dit, ah, c'est dans l'adversité, encore, on va encore être confronté à un truc dur. Mais ça m'a fait juste me souvenir de tous les trucs durs. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé après ? On était juste plus forts. Donc, je me suis dit, le Covid, il va en dégager plein. Et ça va égrener. Ceux qui restent, ce sera les diamants. Et ceux qui tombent, ce sera la terre. Et bah, il reste que des diamants. Et du coup, bah, le monde a besoin de ça, des fois. On tire la chasse un peu de temps en temps. Et le Covid, je me suis dit, bon, quitte ou double. Soit je vais mourir là, moi aussi, mourir au sens figuré. Soit on va doubler la mise. Donc, c'est là que j'ai récupéré tous les locaux qui se libèrent. Oui, tu l'as vu comme une opportunité. Moi, je l'ai vu en mode, attends, je sais bien gérer ma trésor. Donc là, je vais passer les 2 mois. Maintenant, il faut que je fasse des coups stratégiques sans précédent. C'est
pour ça qu'on me dit, mais comment t'as fait pour avoir toute la rue? Bah, il y a eu le Covid. En fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais toujours un shop. Il y a eu le Covid et surtout la force de négociation. Quand tu arrives après le Covid, je dis, je suis le seul qui va te reprendre ta boutique. Ouais. Tu le sais, personne ne veut des boutiques, puisque tout le monde a peur. Donc, vas-y, tu plies les gens. En mode, vas-y, fais-moi le loyer comme ci, la condition comme ça, tatatique. Et puis, en même temps, lui, il ne sait pas que tu es en train de négocier avec l'autre voisin derrière. Et moi, je regarde des séries, je me prends trop pour les t'as capté? Donc, en fait, je regarde la série le soir et je dis, demain, je vais faire ça. C'est comme ça. Dans la vraie vie, je vais vraiment faire ça. Je vais bluffer à mort. Ouais. Et j'ai fait que bluffer. Et c'est ça le truc. Ah ouais, non, mais de toute façon, le bluff, je pense que aussi, je l'ai utilisé sur plein de négos où on me dit, oui, du coup, il faut que tu fasses... par exemple, on m'a demandé au début, quand j'ai acheté tout ce matériel de podcast, c'est parce qu'un client m'a dit j'aimerais bien lancer un podcast et tout. Je fais ouais, d'accord, on fait un podcast. J'en avais jamais fait dans ma tête. Je me dis déjà, t'en as pas fait quand même. Mais non, tant pis, on y va. C'est l'audace. Et en fait, après, t'apprends sur le tas et tout. Et le podcast, il est sorti. Et du coup, maintenant que j'ai ça, tac, j'ai mis ça dans mon sac et j'avance avec. Donc, c'est vrai que c'est trop bien. Je pense qu'il faut oser, comme tu dis, et voilà, et on n'a qu'une vie. Hein, donc, mais là, à la suite de ce podcast, t'es pas à l'abri. Moi, je peux te dire, viens, on fait un film. Et on va faire un film. Bah, du coup, j'ai une caméra. T'as un truc pour prendre le son. Et on a des lieux, des décors. Bah, on peut faire un film. Mais quand je dis un film, c'est un film. Hein. C'est pas un truc médiocre. Hein. Ouais. C'est un film. Après, on sait pas demain. Comme je te disais, la vie, là, où elle nous emmène. Festival de Cannes, truc, machin, César, Oscar. Tu peux pas savoir. Mais grave, ça peut aller très vite. Et tant que t'es dans l'action... Parce qu'il y a la théorie, les gens qui écrivent pendant 20 ans un truc et après ils se réveillent, ils ont 20 ans de plus, ils disent putain merde, mais je l'ai pas fait. Ça, pour moi, je préfère mourir. Genre, non. Je préfère être dans l'action. Et la théorie, oui, mais de toute façon, ça va pas se passer comme ton plan. Donc, théorie, doucement aussi. Et tout à l'heure, tu disais les gens qui te disent de remettre à demain, pourquoi tu veux acheter ça maintenant, en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien dire pour choquer les gens. Quand, par exemple, quelqu'un s'embrouille avec moi, ou il y a un malentendu et on est dans un conflit, je dis, j'ai pas le temps pour les conflits dans ma vie. Il me reste 50 ans à vivre, viens, on s'engueule plus tard. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui me fait perdre du temps, je dis, il me reste 50 piges. Durée de moyenne d'une vie humaine, 80 ans. J'en ai 30. Voilà, il me reste 50. Ne gaspille pas mon temps, s'il te plaît. Viens, on fait un truc constructif ou sinon dégage parce qu'il y en a d'autres derrière avec qui je vais faire des trucs constructifs. Et je dis ça même à ma femme. Hein. Genre, quand on s'embrouille, elle va faire la gueule, elle va bouder parce que les femmes, ça adore ça, bouder. Je vais dire, là, tu boudes. Toi, si tu veux, moi, je vais être actif parce que il me reste 50 piges. Si j'arrive jusqu'au bout de l'espérance moyenne. Hein. Ouais, c'est ça. Quand tu vois les take-off 26 ans, balle perdue, tout ça. Ouais, tu sais pas. Tu sais pas quand tu pars, tu sais pas. Donc, j'ai pas le temps. Donc, ton truc, t'as bien fait de l'acheter ce jour-là. Quand on a pris rendez-vous, on a bien fait de le faire vite. Faut pas te le faire quand il est chaud. Carrément. Faut faire les choses quand on est chaud. Non, c'est clair. J'ai grandi avec une tante qui est directrice artistique hip-hop et chorégraphe. Et du coup, j'ai toujours vu, tu vois, sa vie d'artiste, etc. Et aussi, ça... donc, elle a fait le podcast, elle a fait l'épisode... il y a 2 épisodes, il y a 2 semaines. Je vais l'écouter. Et du coup, j'ai toujours vécu avec elle ce truc de... je veux faire, en fait, tu vois, de mon quotidien, ma passion. Je veux travailler avec les gens de cœur, etc. Mais j'ai du mal à rentrer le business dedans, tu vois. Parce que... Du coup, dès qu'il y a l'argent, donc des fois, elle va faire des trucs où elle va pas être payée à sa juste valeur. Et moi, j'étais toujours là en train de dire... Non, parce que moi, j'ai fait une école de commerce. Donc moi, j'étais plus business, tu vois. Et du coup, je lui dis, non, mais là, t'es mal payé, etc. Est-ce que toi, vu que t'es dans un milieu artistique, est-ce que, du coup, tu vois plus d'artistes qui arrivent à avoir, tu vois, cet équilibre ou qui voient un peu le business, ou tu penses qu'il faut qu'ils soient accompagnés sur cette partie-là? Comment je conçois les choses, c'est que ta tante, son profil a besoin de ton profil. Et vous deux, vous parlez pas aux mêmes personnes. Pour moi, l'artiste, il ne peut pas... C'est plus un artiste s'il commence à se mettre à spéculer sur des œuvres. Ce n'est plus un artiste. Il fait du marketing, du coup, école de commerce.
je sais pas, voilà. Mais par contre, la personne qui est passionnée de ça, eh ben, faut qu'elle travaille avec l'artiste. En plus, il perd de la valeur quand c'est lui-même qui interagit avec les clients. Et même, je te dis un artiste, mais n'importe qui, un réalisateur, enfin, toutes les personnes qui ont un agent ou un secrétaire ou quoi, ben, s'ils parlent en direct, ils perdent de la valeur. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Mais tu sais que je vais te dire une anecdote. Moi-même, en tant qu'artiste, je créais des fausses adresses mail pour parler avec mes interlocuteurs en faisant croire que c'est l'agent de moi. Ouais, parce qu'il y a besoin de ce tampon pour que la personne dise « Ah ouais, ok, c'est quand même c'est organisé, il y a un secrétariat, donc j'y crois. » Alors que c'est toujours moi qui t'écris. J'ai juste enlevé ma casquette d'artiste, mis ma casquette de corporate pour être crédible. Bah voilà, carrément. C'est ça le truc. Ok. Et quand tu t'es lancé du coup dans tes différents business, t'étais accompagné ou t'étais tout seul? Moi, je suis pas issu d'une famille très business. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie avec la détresse sociale parce qu'elle est assistante sociale. Donc j'ai grandi dans vraiment les vraies difficultés qu'on peut rencontrer en France. J'en ai fait une norme. J'ai vraiment cru que c'était ça la vie. Donc ça a peut-être donné une déterre de faut vraiment que je fasse tout pour m'en sortir, tu vois. Mon père musicien. D'accord, ok. Donc mes musiciens vraiment ermites, quoi. Tu vois, dans les cabarets, dans les restos, au chapeau, quoi. Ouais, ok. Donc le vrai artiste, celui que je voulais pas être en mode la misère, quoi. Et du coup, ben, ma sœur, elle travaille à la mairie. Enfin, il y a personne qui avait ce truc de... Je connaissais personne, de près ou de loin, qui avait créé quelque chose. D'accord. Voilà. Et tu te... Donc, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul ou t'as eu des personnes qui ont créé un business ou même dans le côté artistique qui ont du coup pu se développer, sur qui tu regardais, tu t'inspirais un peu, tu disais... C'est ça que je cherchais, mais j'ai pas trouvé. En fait, c'est mes potes. Mais non, en fait, c'est mes clients. Mes clients, quand je dis, des fois, je leur dois tout, il y en a, ils vont dire ça, on dirait une cérémonie de mauvais goût, sans vous, je ne suis rien. Non, mais moi, c'est vrai, en fait, parce que c'est eux qui m'ont convaincu. Les premiers clients qui m'ont dit, non, t'as de l'or dans les mains, fais-le. Et si tu le fais pas, je t'en voudrais personnellement. Fais-le. À force de me rabâcher, j'ai commencé à y croire moi-même. Et je l'ai fait. Et ces gens-là se coiffent encore chez moi. Et ils me disent, t'as vu? Et j'en ai perdu en cours de route, tu vois, qui sont décédés, etc., tu vois. Mais justement pour eux, ça me fait des nouveaux objectifs que je peux pas décevoir, je peux pas abandonner, je dois aller au bout et tout, tu vois. Et par contre, le côté entrepreneur, ben maintenant, c'est mes amis, ils me disent que je les inspire. Donc la personne que je cherchais moi avant, je le suis devenu. Ils me disent, quand ils veulent créer un truc, ils disent, vas-y, je regarde comment toi tu fais, comment tu parles, que tu dis. Et ça me fait plaisir. Carrément. Parce que je me dis, je cherchais un référent pour ça, et maintenant, je suis le référent de plein de gens. C'est ta manière d'impacter, c'est ta manière de un peu redistribuer un peu ce que toi, tu es en train de bâtir, etc. Le podcast, il est né comme ça. Pourquoi tu as fait ça? C'est parce que moi, j'écoute énormément de podcasts depuis le début de mon entrepreneuriat. Et je vois que des gens sortis d'HEC, blonds avec la mèche et tout, en mode stéréotype, mais c'est la vraie vie. En vrai, on se ressemble tous. Ouais. Et du coup, ça m'a... En même temps, j'ai grandi avec ces podcasts, donc du coup, ça m'a appris plein d'astuces, de trucs sur le business et tout. Et d'un autre côté, ah ouais, mais lui, il a fait ci, il a fait ça, c'est chaud. Moi, je viens de nulle part. Je suis noire, je suis une femme, compliqué quoi. Et avec des locks en plus. Avec des locks. Bon, depuis un an, depuis pas longtemps. Ouais. Mais et du coup, je me suis dit, mais en fait, il manque trop de représentativité. Et même s'il y a d'autres podcasts qui du coup mettent en avant, et heureusement, qui mettent en avant des personnes de différentes cultures. Mais du coup, je me suis dit, moi aussi, je veux contribuer à ça en fait, ce truc de représentativité, trop d'impact. Bien. Et c'est exactement dans la même philosophie que tu es en train d'expliquer là. Ouais. Et je pense que c'est super important parce qu'il y en a qui ne vont pas avoir besoin, comme toi,
finalement, tu as fait ton truc, même si tu n'as pas trouvé, bah, tu l'as fait. Et il y en a qui vont être un peu bloqués, tu vois. Il y en a qui Mais vont je vais te dire un truc, quand tu cherches trop longtemps quelqu'un, c'est que c'est toi. Tu comprends? Ouais. Ceux qui cherchent toute leur vie la personne inspirante, mais en fait, c'est eux. Si tu l'as pas trouvé, c'est que c'est toi, dans le cercle dans lequel tu es. Et quand tu te rends compte de ça, et que bah, du coup, tu épouses ton rôle, parce que chacun a un rôle. C'est comme les familles, tu vois, il y a le grand frère, le petit frère, la sœur. Bah, si le grand frère, il prend à cœur son rôle de grand frère, ce sera le meilleur des grands frères, tu vois. Et ben après, les gens, ils vont se dire, ah, mais vous me voyez comme ça et tout. Putain. Donc en fait, c'était vraiment moi. Et je dis ça à des amis à moi qui sont en mode... tu vois, moi, je trouve les décès, c'est un truc qui te fait changer ta vie à 360 degrés. Et j'ai des amis, ils ont perdu leurs parents et tout. Et je leur dis, ok, il y a le deuil, on pleure, on est tous malheureux, tristes, mais en même temps, c'est la vie. Donc, ça veut dire que tu t'attends à quoi? Normal. C'est la logique que le parent parte en premier et c'est même mieux. Maintenant, ça veut dire que toi, tu as un nouveau rôle. Épouse ce rôle. C'est toi le parent, c'est toi le grand, c'est toi le tuteur de toutes ces personnes derrière toi. Et là, maintenant, tu as les responsabilités. Donc, vas-y, ça y est, relève-toi. Et je te jure que ça fait des électrochocs aux gens. Ouais. Moi-même, j'ai pas perdu mes parents, donc peut-être quand je les perdrai, je réécouterai ce podcast en disant mais pour qui tu te prenais, mais c'est trop dur en fait. Mais je veux dire par là que il y en a plein qui ne savent pas que c'est eux. Ouais. Tu vois. Et s'il y en a qui écoutent le podcast là, qui se demandent carrément est-ce que c'est pas eux en fait. Parce que quand tu te poses cette question et que tu y réponds, ta vie change. Ouais, carrément. Moi, je me suis toujours vu en tant que le petit Thomas. Vas-y, moi, j'étais tout le temps trimballé à droite à gauche. Dans toute ma vie, j'ai déménagé 28 fois. Et je me suis toujours vu en tant que le petit Thomas. Mais quand j'ai capté que ma force, là, ma force, elle s'est décuplée. Et est-ce qu'il y a eu un moment, justement, qui t'a fait prendre conscience de ça? Bah, quand tout ce que je disais, ça se réalisait et que ça se manifestait devant tout le monde. Et qu'ils me disaient eux-mêmes, tu me l'avais dit, il y a 5 ans. On était là, dans tel resto. Tu m'as dit ça. Et moi, j'ai oublié depuis. Et bah là, tu l'as fait. C'est un truc de ouf. Personne n'y croyait. Ouais, tu te rendais pas compte vraiment quand tu faisais les choses. Et c'est au fur et à mesure, en fait. C'est au fur et à mesure. Après, quand ils me disent personne croyait, et même moi, je t'avoue que j'y croyais pas trop. Et là, tu as prouvé à tout le monde. En plus, t'es pas revenu en nous disant je t'avais dit. Tu as juste fait ton truc. Ouais, t'avances. Et tu continues à faire tes trucs. Et à chaque fois, tu sors une idée sortie de ton chapeau farfelu. Et encore une fois, alors que tu as déjà prouvé, on n'y croit pas et ça marche quand même. Bah, au bout d'un moment, il va falloir capter que je dis pas que de la merde. Donc, quand tu te rends compte de ça, tu te dis ah ouais, il y a quelque chose quand même. Vas-y, des fois, j'ai des bonnes idées, tu vois. Et de t'en rendre compte, est-ce que ça te donne encore plus? Je te dis, de t'en rendre compte décuple la force qui était déjà là. Donc toi, au fur et à mesure, 2 fois plus. Ouais, tu mets encore plus de c'est comme le sport. D'énergie. Tu peux faire du sport, faire des tractions et penser à tes prochaines vacances. Tu vas pas prendre de muscles. Si tu le fais en conscience, faire ton sport, tes abdos, mais tu penses à tes abdos qui se contractent, tu les visualises, tu as fait la meilleure séance de ta vie. Et là, vraiment, tu vas voir les résultats. Parce que tu en as pris conscience. Quand tu prends conscience des choses, elles doublent de volume. Ok. C'est moi qui pense ça. Hein. Je dis pas que c'est la vérité. C'est intéressant, ouais. Et tu nous as dit au début que tu étais papa. Moi, quand je me suis lancée à la naissance de mon fils. Et du coup, ça a été mon électrochoc, tu vois. Ça a été mon truc de dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie, là, dans la boîte, à travailler pour les gens? Donc, tu es l'exemple humain de ce que je viens de dire. Ça veut dire que tu as pris ton rôle. Ouais. Tu n'étais plus la fille de quelqu'un, tu étais la mère de quelqu'un. Et donc, tu as dit, donc c'est moi. Là, c'est à moi de jouer. Là, il s'agit que de moi. Donc, tu vois, je savais même pas. Donc, tu viens de confirmer, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Et du coup, toi, quand tu as eu tes enfants, est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose dans ta vision? Oui, parce que moi, mon histoire, en fait, elle tourne que autour des enfants. Parce que je suis sorti de l'enfance avec un enfant. Tu vois, je suis devenu papa à 16 ans. D'accord. Et c'est un peu l'histoire de ma life. Donc, mon premier garçon, il s'appelle Noah.
Il est né le 11 février 2007 et j'avais 16 ans. D'accord, ok. Donc, j'étais le gars qui a eu un gosse à 16 ans. C'était ma réputation, tu vois. Et on se disait, mais viens, on le regarde de près. Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Ça se voit, il a ruiné sa vie en faisant ça. Et du coup, plus d'enjeux, encore plus de motivation, encore plus de volonté. J'ai dû me sortir les doigts et j'ai dû aller partout où je pouvais. Donc, j'ai fait du légal, du illégal, des trucs de charbonneur, des trucs de... Tu me disais faire les poubelles, les toilettes, ça, je le faisais. Parce qu'il y avait le petit. Ouais. Et il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à venir. C'est daron, ils ont fait leur truc et tout. En plus, j'étais mal organisé à l'époque. Et il est là, maintenant, il faut qu'il ait une vie correcte. Donc, j'ai été propulsé en fait dans le monde du travail. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai appris beaucoup. Parce que quand tu disais t'écouter des podcasts de blonds aux yeux bleus qui ont toujours la mèche, ouais, je vois de qui tu parles. Mais moi, j'ai pas trouvé meilleur businessman que les gars de la rue. En termes de tout, de négo, de charisme, de posture, de tout dans la rue, t'apprends en accéléré. Okay. Comme le permis en accéléré, c'est ça. T'apprends le business en accéléré. Et quand je dis la rue, c'est pas forcément le trottoir. Hein. La rue, c'est dans des apparts aussi. Hein. Mais je veux dire, voilà, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends les différents maillons de la chaîne. Tu dis, ok, donc comment je fais pour arriver jusqu'au bout là, pour être au tout début de la chaîne. Il faut que je passe par là, et après, voilà. Donc ça, c'est ça qui m'a vraiment appris le business. C'est tous les métiers. Même en tant que salarié, tu peux faire du business. Quand tu négocies ton salaire, tu fais du business. Carrément. Quand ta position, quand tu fais valoir tes heures sup, tu fais du business. Quand tu dis à ton patron, tu sais quoi, t'es en galère dimanche, moi je viens dimanche. Et moi je viens à Noël, je viens un jour de l'an. Par contre, tu me payes ça. C'est du business. Mais t'es toujours salarié. Mais t'es un putain de businessman. Et ton patron, normalement, il le voit. Et s'il est pas con, il dit, lui là, c'est une perle. Donc, je vais le sortir du salariat et on va faire des trucs ensemble. Du coup, toutes les étapes de ta vie et tous les métiers que tu as fait, parce que du coup, tu as fait pas mal de jobs, etc. Énormément. Du coup, tout ça, ça te sert aujourd'hui. Tu as plein de choses. Tu te rends compte que ça te sert aujourd'hui Oui, j'ai puisé dans tout. Même dans le ménage, j'ai puisé. Tu vois. Par exemple, nous, notre définition à Dreadlux, c'est professionnel en création et remise en état des locks. Mais juste ce terme remise en état, je l'ai pris du ménage parce que moi, je faisais de la remise en état des sols. Okay. Donc, tu as vu, juste ça, c'est un truc auquel je viens de penser. Je me suis inspiré. Et aussi, la rigueur, ça m'a appris aussi la ponctualité, de donner sa parole, respecter sa parole. Ça m'a appris plein de choses, le travail. Et chaque fois que je travaillais pas, j'avais l'impression de... Parce que moi, je m'amuse beaucoup au travail, en fait. Je transforme le côté labeur en côté un peu plaisir. Donc, même si je vais faire un truc... vas-y, en gros, je fais des sandwichs. Je vais essayer de trouver un système... Tu vas me voir danser entre les trucs. Pour que, quand même, ce soit pas que de la souffrance. Et donc, quand je travaillais pas, mon temps était du temps perdu. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as un rythme particulier? Est-ce que tu taffes beaucoup, pas beaucoup Non, mais j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Mais par contre, je le vois pas comme du travail. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de travailler là, avec toi. Mais est-ce que c'est du travail? C'est la vie, en fait. Ouais, carrément. Et je te dis, avant, je faisais des trucs j'avais ma meuf, j'allais dormir 15 jours chez elle et je louais mon appart à des touristes. Des trucs tout cons comme ça pour essayer de toujours être rentable. En fait, toujours rentabiliser chaque chose. Véhicule, pareil. Je faisais toujours en sorte qu'il y a pas une minute où il n'y a pas un centime qui rentre. Ça, c'est du hustling, tu vois. C'est pour ça que je dis que je suis hustler à la base. C'est genre, tu te creuses ta tête pour dire qu'est-ce que je vais faire de toutes ces secondes-là. Et d'ailleurs, j'ai pas le temps. À l'époque, j'avais déjà pas le temps. Il faut faire vite, mais sans être dans un stress, une angoisse. Juste en ayant un peu le compte à rebours qui tourne pour pas rentrer dans la loisiveté. Et le côté, vas-y, venez les gars, on joue à Call of Duty pendant 3 semaines, on se lève que pour pisser.
Je l'ai fait aussi. Hein. Mm. Mais en sortant de ça, je me suis dit, non, mais là, ça peut pas être ça. Là, je vais tout ruiner. Là. Oui. C'est trop stylé aussi. Mais on le fera quand tout le monde sera à l'abri. Ok, très bien. Quand tu t'es présenté au tout début, tu parlais du village que tu as créé. Ouais. Donc, tu as saisi l'opportunité du Covid pour reprendre des locaux dans la rue Jean Massé, du coup, à Paris, dans le 11e. Exact. Parce que c'est une chose de prendre des locaux et de saisir l'opportunité. Mais comment t'es venue l'idée d'un village et qu'est-ce que tu mets derrière ça? Ok. Comme d'habitude, c'est des choses qui se sont faites par-dessus moi. Et moi, j'ai fait qu'accepter. Donc, en gros, il y a 4 boutiques. Et on n'avait pas pu faire les anniversaires des enseignes, enfin des marques, comme on avait l'habitude de faire à cause du Covid. Okay. Parce qu'on ne pouvait pas rassembler les gens et tout. Donc, on s'est dit qu'en janvier, on ferait l'inauguration du studio dans lequel on est là, et du barbershop, et du pop-up store. Et on fêterait aussi l'anniversaire de Dreadlux pour les 5 ans. Okay. Et 5 ans, pour moi, c'est un cap. On dit que c'est le seuil critique d'une société. Tu as 3 ans, il faut passer 3 ans, mais tu n'es toujours pas sorti d'affaires. Quand tu as passé 5 ans, on peut dire que ça va, ta société, elle tient le coup. Donc 5 ans, il fallait le fêter. Et ça tombait pile poil pendant l'inauguration. Donc on a dit, allez, viens, on fait une big fête de toutes les boutiques. Et il fallait trouver un nom pour cette fête, en fait. Et c'est Julie Parade, avec qui je travaillais, et Océane, qui m'ont proposé ce nom de Village Massé, pour la rue Jean Massé. Et j'ai dit, trop stylé. Pendant qu'elle me dit ça, il y a un client à moi qui est graphiste, il me dit, tu sais quoi, je vais te faire une proposition de logo. Je te dis, la fluidité. Quand c'est fluide, il faut y aller. C'est-à-dire que ça va vite, c'est la vie, elle te prend par la main. Il faut y aller. Donc, j'ai pas été réfractaire. Ouais. Je dis, ok, Village Massé, ça va, ça me parle. Parce qu'on avait pensé à plein de trucs, genre Circuit Charonne, Circus Charonne, Charonne Circus. On voulait qu'il y ait le nom de l'endroit, donc Massé, et qu'il y ait un truc un peu qui fédère. Sachant que ça faisait un circuit. Tu vois. Voilà. Et après, tout de suite, les gens, dès le lendemain, ils me disent, le village. Après, ça s'est fait. Du coup, maintenant, j'ai une société qui s'appelle Le Village. Ah, du coup, tu as créé la société Bah ouais, parce que toutes les sociétés sont en dessous d'une société. Ah, ok. Qu'on appelle une holding. Ouais. Et le holding, quand il fallait donner un nom, c'est venu on a dit, ça naturellement. va être Le Village, en fait. Ce qui ira sur les papiers, ce sera ce qui ira dans la rue, quoi. Okay. Toutes les sociétés appartiennent à quelque chose, c'est Le Village. Et pareil dans le juridique. Ok, très bien. Parce que je trouve que c'est vrai que le village, ça parle énormément en termes, tu vois, d'échanges, de partage, de rencontres. Enfin, c'est porteur de plein de trucs. Carrément, parce que le village, il y a un lieu pour discuter, comme chez nous, tu vois. Il y a un lieu pour manger, il y a un lieu pour se divertir, il y a un lieu pour se prendre soin de soi. Donc, barbershop, salon de coiffure, c'est vraiment des endroits de self-care, quoi. Tu vois, carrément. prends soin de toi. Et après, les vêtements. En fait, je me suis dit que tout ce qu'il y a sur un corps humain, faut qu'on l'entretienne, quoi, dans le village. Donc, des cheveux à la barbe, en passant par les vêtements. Demain, t'es pas à l'abri que je mette en place des ongles, pédicure, ce que tu veux, tu vois. Okay. Parce que les gens, quand ils passeront dans cette rue, forcément, ils seront clients de 1 ou 2 commerces. Ouais, ok. S'ils sont humains, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, par rapport au développement de... Même si tu m'as dit que tu n'avais pas un plan, mais est-ce que cette idée de village, du coup, t'as donné des idées pour, du coup, développer tout ce qu'il y aura dans la rue, comme tu es en train de me le dire là? Oui, après, l'idée, c'est de sortir de la rue, parce qu'il y aura une limite à un moment donné. Mais ça parle aux gens. Par exemple, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent depuis qu'on coiffe des joueurs de NBA, des stars internationales et tout. Ça ramène beaucoup de clientèle étrangère. Donc en ce moment, je peaufine mon anglais, tu vois.
Tu tiens prêt. Et en gros, ils me disent mais c'est incroyable, vous avez fait ça dans Paris. Paris, c'est fort d'avoir fait ça dans Paris, la Ouais. capitale de la mode, Mm. en même temps de la culture et tout. Ça prend tout son sens. Il y a moyen de franchiser, quoi. Ils veulent qu'on fasse ça dans chacune des villes du monde. Parce qu'ils disent que nous, on impacte vraiment la culture et le mindset des gens. Avec le soft power, en fait. Le fait que on fait passer des messages doucement Ouais. dans les cheveux, le fait de rendre les femmes naturelles, le fait que les hommes prennent soin d'eux, on fasse des films, des séries, des albums, parce qu'on a un label de musique aussi. Ok. Donc ça, vraiment, ça change les mœurs d'une société. Ouais. Donc ceux qui sont avertis, ils captent ça. Mm. Et ils disent, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Donc, j'ai carrément des propositions, des fois, de personnes qui ont du pouvoir, tu vois, Ouais. pour dupliquer ça dans toutes les capitales du monde et tout, tu vois. Avoir un village. Ouais, genre que le village, ce soit genre comme un Disneyland, tu vois. Ouais. Disney, il y a partout. Mais c'est toujours les mêmes Disney. Ouais. Avoir village, voilà, village. Mais pour la communauté, tu vois, Oui. pour la communauté. Parce qu'ils n'ont rien, la communauté, les pauvres. Ils n'ont rien dans les pays occidentaux. Carrément, ouais. Donc ils s'organisent, ils se retrouvent chez eux et tout. Mais il faudrait qu'il y ait un endroit pour la communauté. Tu vois. Et les gens qui sont friendly de la communauté. Parce que quand tu regardes mes clients pour les locks, j'ai des Renois, des Afro-descendants, des Antillais, mais il y a beaucoup de Blancs. Beaucoup de Blancs qui aiment cette culture et qui épousent cette culture et qui sont en mode non, mais votre culture, elle est ouf. C'est pour ça, moi, je fais des locks, j'ai toujours kiffé les locks et tout. Et tu vois, c'est pas des, comme on dit, des babes tout fragiles ou des gens en mal de mélanine ou quoi. C'est vraiment des gens, ils sont sains. Ils sont en mode, on est conscient de l'histoire qui fait que vous tous là, vous êtes chez nous, encore sur des bateaux où on ne sait pas où est-ce que vous allez aller. Encore actuellement, pendant que je parle là, c'est parce que nos parents, nos ancêtres ont fait du sale. On est conscient de ça. Et nous, on est là avec vous pour justement... Tu vois ? Ouais. Oui, c'est pas genre dans l'esprit, parce qu'il y a aussi cette idée de se rassembler, mais de rester entre nous. Là, toi, tu veux pas être ouvert. dans ce... Voilà. C'est ouvert, parce que même dans la méthode de reprise de locks, comment on entretient les locks, on a choisi nos méthodes pour qu'elles aillent aussi sur les Blancs. Pour qu'elles aillent sur les Indiens, sur les Asiatiques, sur n'importe qui. Et on me dit toujours, ouais, les Renois, les cheveux de Renois, c'est plus facile. Bah, pas forcément, en fait. Avec notre méthode, on peut faire sur tout type de cheveux. Et c'est là que je vois que c'est une bonne méthode, tu vois. Parce que les autres, il y aura des limites. Ils vont dire, non, désolé, vos cheveux, on fait pas. Ouais. Mais là, déjà, tu clives quand tu fais ça. Et c'est pour ça que les gens se sentent bien chez nous, parce qu'ils savent que tout le monde peut être là et tout le monde sera logé à la même enseigne. Sauf les gens fermés d'esprit. Nous, c'est notre seul mot d'ordre, c'est l'ouverture d'esprit. Tu viens, t'es handicapé, t'es lesbienne, t'es gay, t'es de toutes les couleurs, t'es punk. Vas-y, viens. Si on sent ton âme et qu'on voit que t'es ouvert d'esprit et que t'es pas dans le jugement ou sectaire ou quoi, bon bah c'est bon. Viens, t'es avec nous. Moi, ce qui m'a surpris, agréablement surprise, quand je suis allée dans le salon la première fois. Donc du coup, on m'a recommandé et apparemment c'est la meilleure, c'est la meilleure pub que vous avez justement, c'est que les gens recommandent et ramènent d'autres gens. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'expérience dans le salon est quand même ouf. C'est-à-dire que on sent toute l'équipe à l'écoute. On sent qu'on est à l'aise, on va passer un bon moment. On le sent dès le départ. Et du coup, je trouve qu'en termes d'expérience client, c'est vraiment très bien pensé. Et c'est très bien pensé dans le sens où, quand tu parles de franchise et tout, tu vois que le truc, c'est un concept et c'est réplicable, etc. Est-ce que, du coup, cette expérience client, genre, tu l'as construite et tu l'as écrite? Est-ce que quand du coup, tu as des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe, comment tu transmets ça parce que tu n'es pas toujours là? Je transmets pas, je l'ai choisi pour ça. D'accord. Je l'ai choisi alors qu'elles ont déjà ça. Ce côté,
De l'hospitalité, en fait, et du service. Je leur dis toujours en réunion, on fait un métier de service. Si t'aimes pas les gens, fais pas hôtesse de l'air. Si t'aimes pas les gens, fais un truc où t'es seul dans un box avec un ordi et personne va te parler. Mais nous, on est au service des gens. Donc, en plus, c'est très spirituel, les cheveux. N'importe qui, c'est pas n'importe qui va toucher la tête, quoi. Ouais. Sinon, ça se saurait, tu vois. Donc, s'ils viennent chez nous, ce qu'ils ont choisi, c'est qu'ils croient en nos talents et en notre énergie. Parce que c'est une transmission d'énergie quand je te coiffe. Je peux même te dire si, vas-y, tu vas bien en ce moment, tu vois, c'est carrément une séance qui va au-delà du capillaire. Donc, c'est très compliqué de trouver les bonnes personnes, mais avec les années, comme je t'ai dit, ça égrène, en fait. D'accord, ok. Il y en a qui tombent du bateau, qui reviennent, et il y en a qui tombent jamais, il y en a qui... Ça tourne un peu, et à la fin, on a toujours du monde. Franchement, je suis très satisfait de nos équipes. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. On a fait des bons choix, parce qu'à force de coiffer des gens, et vraiment beaucoup de gens, quand je coiffais genre 10 personnes par jour pendant je sais pas combien de jours, je suis devenu un peu profiler. Ah oui. À force de toujours discuter avec les gens, je vois les différents profils qui... Donc après, ça fait des références. Je dis, oh, lui, il ressemble un peu à truc, ça doit être ce genre de style. Okay. Du coup, en entretien, maintenant, j'arrive à capter vite. Ouais, parce que c'est quand même super dur. Hein. Enfin, moi, je sais que dans ma position de chef d'entreprise, le recrutement et le management, c'est super dur. Et là, je recrute depuis 2 ans. Et c'est vrai que parfois, ça n'a pas fonctionné. Parfois, je ne vois pas. Parfois, en fait, je ne veux pas être dans le truc, je suis la chef et on fait ci, on fait ça, on fait ça. J'aimerais que ce soit en collaboration. Mais tout le monde ne rentre pas dans cet esprit-là. Il y en a qui ont besoin. Et du coup, faut trouver un peu comme ça un équilibre où si c'est un bon élément mais qu'il a besoin d'être accompagné comme ça, du coup, comment lui l'accompagner comme ça, comment l'autre personne lui laisser plus de liberté. Je trouve que c'est ultra dur. Donc toi, tu me dis qu'avec les années, en fait, et avec aussi le fait que tu sois très proche des gens et que tu aies toujours été avec les gens et du coup, tu as pu développer cette faculté-là à repérer un peu... Franchement, il faudrait leur demander à eux parce que eux, ils seront plus à même de te dire si je suis un bon manager et un bon patron. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je suis vachement impliqué dans leur vie. Genre, tu vois, il y en a, ils vont refaire les travaux tout le temps, tous les ans. Moi, je veux investir en eux. Dans les humains. Genre, une fois qu'on a fini les travaux, le mobilier, la déco, le truc, c'est vous après. On investit en vous. Donc, vos formations, des petites sorties, des petits trucs qui font plaisir à droite, à gauche. Là, vendredi, on a un event devant le MK2 Bibliothèque avec l'inauguration d'un géant food truck parce que c'est un bus. D'accord. C'est Savane et Mousson, nos collègues, nos fidèles partenaires qui inaugurent leur nouveau restaurant dans un bus. Et on va être là en partenaire, on va coiffer les gens et tout, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, ils savent qu'il y a un intérêt quand même à être là, à être bien. Ils savent qu'on le rend. Ouais. J'aimerais bien organiser des vacances avec eux, mais c'est difficile avec les plannings et tout, tu vois. En tout cas, ils savent qu'il y a l'intention, ils savent qu'on se bute pour eux. Et un bon manager, c'est un manager qui sait poser un cadre et qui, en gros, qui pique et qui soigne. Il y a un peu de schizophrénie dans un bon manager, tu vois. Ouais. Et moi, je comprenais pas ça quand j'étais moi-même employé. Genre, pourquoi il a quoi aujourd'hui? Il m'aime pas et tout. Je prenais tout personnellement. Ouais. Parce que je suis dans le cœur, moi. Je raisonne beaucoup avec mon cœur et pas trop avec mon cerveau, des fois. Et je prenais tout à cœur et tout. En fait, non, le gars, il manage. Il est comme ça. Et en fait, c'est un bon manager. Parce que tout le monde, là, fait son taf bien. Et tout le monde est respecté et tout le monde respecte. Et j'ai compris après que c'était un rôle. C'était un personnage qui se donnait pour gagner beaucoup de temps, en fait. Pour pas qu'on vienne lui pleurer dans je sais pas quoi. Et il gagne du temps, en fait. Donc, un bon manager, il arrive, il tape, mais il soigne aussi. Des fois, même, il soigne, après, il tape. Ça, c'est bizarre. Mais
il faut pas... Parce que tu peux te faire manger de ouf. Tu peux te faire manger le cerveau, tu peux te faire... Mais c'est clair que quand j'étais... En fait, moi, quand j'ai sorti ma boîte, il y a 4 ans, je me suis dit, ah, vas-y, solo, pas d'équipe. Parce que j'ai mal vécu, en fait, en étant salarié, des managers, j'ai pas du tout aimé la manière dont ils faisaient, etc. Et du coup, je me suis dit, non, trop compliqué. Et puis, au final, mon projet, il est plus grand que d'être solopreneur. Donc, du coup, obligé d'avoir des gens. Et au final, aussi, en étant entrepreneur, je me suis ouvert aux autres et je suis allée beaucoup plus vers les autres. Parce que je suis un peu ermite de base. Et je voyais comment additionner ça plus ça, ça faisait encore un truc plus gros et tout. Donc, du coup, non, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller vers les gens et tout. Donc, du coup, j'ai révisé ma position. Mais j'avais cette pression de dire, ah ouais, mais je veux pas être le manager, tu vois, qui Moi aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis 5 ans à ce que les gens m'appellent boss, patron, tout ça. Je voulais pas. Je disais, arrête. Non, je suis dit que je suis un leader. Mais je voulais pas. Alors que il n'y a pas de mal. Mais c'est pas dans ma personnalité. Et là, maintenant, ça m'a tellement dépassé que je peux plus rien dire. Genre, je dis rien, tu vois. Ouais. C'est OK. Ouais. Mais comme si j'avais une pudeur. Ou en même temps, comme si c'était mal vu d'être patron. Ouais. Ou d'être au-dessus. Dans le sens, dans la hiérarchie. Ouais. Et moi, je disais toujours que notre hiérarchie, elle est horizontale. Mais c'est faux. Non. Parce qu'ils font pas les sacrifices que je fais. Ils rentrent chez eux à l'heure. Et moi, je suis là, je dois régler le problème que lui-même, il a fait. Donc, on peut pas être horizontal. J'ai compris ça après. Ouais, c'est clair. Que exactement. moi, le week-end, le dimanche, le matin, le soir, la nuit et tout, je pense à ça, je pense à pour que toi, tu puisses venir travailler, pépère. Et du coup, j'ai changé ça un peu. Et à un moment donné, quand j'ai épousé mon vrai rôle, comme ce que dont on parlait au début, je suis devenu, ça y est, ça c'est fait. Et apparemment, ça se passe bien, tu vois. Et toi, tu es à l'aise du coup dans ce rôle-là? Je suis à l'aise dans ce rôle-là. Parce que je te dis, il y a le moment pour soigner. Donc, il y a le moment pour piquer, tu vois. Et d'ailleurs, ils savent que j'ai mes sautes d'humeur, que j'ai mes trucs. Ils savent tout de suite, ils voient dans mon visage qu'il n'est pas droit. Quand j'arrive le matin, le visage n'est pas droit. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ils savent, ils voient, tu vois. Je ne peux pas faire semblant. Tu peux pas te serrer la main avec une grimace, tu vois. Non, viens, on doit parler tout de suite. Et ça se passe bien, parce qu'ils font en sorte que ça n'arrive pas. Puis il y a aussi le fait de pas pouvoir tout partager avec son équipe. Parce que du coup, moi, c'est une erreur que j'ai fait au début. En plus, j'étais avec des juniors. Trop famille, trop friendly. Ouais, trop... voilà, il se passe ça, mais on va faire ça et tout. Parce qu'il y a le truc de partager peut-être des difficultés. Et du coup, eux, ça allait stresser, mais dans un mauvais sens. Alors que moi, c'était juste pour transparence, tu vois. Et du coup, ça... est-ce que toi, autour de toi, tu as des personnes à qui tu peux parler de ces choses-là et du coup, de ne pas laisser ton équipe où elle est parce qu'il y a un moment, il y a des choses que tu dois dire, même si tu es à bord. Alors, dans tes différentes entreprises, tu as d'autres personnes, tu travailles avec d'autres personnes. Déjà, j'ai mon associé. Okay. On n'en parle pas assez. Il devrait être là même, mais il s'est blessé. Donc, mon associé, je partage tout. Il sait tout. On n'avait pas besoin de parler, c'est nul. Il sait déjà tout, tu vois. T'aurais pu envisager ne pas avoir d'associé ? Non. Même si tout le monde me dit que j'en suis capable. Parce qu'à chaque fois, que je crée une nouvelle boîte ou quoi, je trouve un nouvel associé. Mais mes autres associés me disent, t'as pas besoin. C'est encore toi qui vas tout faire. Mais je sais pas. J'ai le côté... Je vais te faire un secret. Je vais te dire un secret. C'est le côté partage. En fait, quand tu trinques une coupe de champagne, il te faut l'autre pour trinquer. Ouais. Même si tu veux te trinquer égoïstement, tu auras besoin de l'autre. Donc ça, c'est le partage, tu vois. Et je me vois pas avoir du succès, des trucs seul. En mode sans un squad, sans une équipe, sans un associé avec qui, vas-y, on soulève le trophée ensemble, tu vois. D'accord, ok. Moi, j'ai jamais fait trop de sport individuel où, vas-y, à la fin, t'es tout seul, tout le monde t'acclame. C'est de la merde pour moi.
il y a autre chose, c'est que j'avais un jumeau. Tu comprends? Ok. J'ai été conçu à 2 Hmm. et je suis resté tout seul finalement. D'accord, ok. Donc dans mon programme, j'ai toujours quelqu'un qui n'est Ouais. pas là et je le cherche en fait. Hmm. Tu comprends? Ouais. Qui fait que je suis toujours obligé de m'affilier, d'avoir des binômes, d'être à 2. Tu me verras toujours arriver avec des gens quand Hmm. j'arrive. Mm. Et donc je suis toujours à la recherche de ça. Mais ça, je l'ai compris quand on me l'a appris en fait. On me l'a appris tardivement. Ouais. Et j'ai dit, attends, mais c'est peut-être Ah ça. ouais, ça t'a remis un peu le Ouais. puzzle là. Ouais, et... j'ai dit, c'est ouais. ça le truc que je cherche et tout. Je pleurais quand j'étais petit parce que j'avais pas de frères Hmm. et sœurs. J'étais fils unique de mes parents, de mes Ok. 2 parents. Eux, ils avaient d'autres enfants à côté, donc c'est D'accord. mes frères et sœurs. En Ouais, vrai. ouais. Mais moi, j'étais en mode dans ma chambre, en mode, je pleurais. Genre. Et quand mes potes, ils me disaient, ouais, mon frère, il m'a saoulé, tout ça, j'étais en mode, waouh, il a un frère. Pour moi, c'était un truc de ouf d'avoir un frère de sang ou qui te ressemble et tout, tu vois. Et tu peux partager des trucs de ouf. C'était incroyable. Hmm. Donc, voilà. Mais j'en suis revenu, hein, tranquille. Hein. Je Ouais, vais bien. Hein. Mais genre, Mais non, mais ça, mon ça associé, explique. et bizarrement, tu le connais, Toms. Je sais pas si je l'ai croisé. Tu l'as croisé, peut-être tu l'as pris pour moi ou tu m'as pris pour lui, mais en tout cas, on se Vous ressemble. ressemblez. Ah, d'accord. Et tout le monde nous dit qu'on est des jumeaux, carrément. Hmm. Donc, soit c'est le temps qu'on a passé ensemble qui fait qu'il y a eu du morphisme, Mm. soit c'est le fait T'écris. que voilà, il y a quelque chose de plus fort. Moi, je suis toute seule. J'ai pas d'associé. Et je Mhm. me suis dit, oh là là, mais pourquoi je trouve pas d'associé, etc. J'aurais aimé avoir un associé. Et du coup, toi, l'impression, quand tu me disais, oui, différents projets, en fait, il y a un associé et tu trouves un associé super facilement. C'est-à-dire que Non. tu vas même pas le chercher ou... Non, c'est pas facile. Ah, ok. C'est J'avais l'impression, c'est la des manière dont années. tu l'as dit, ça avait l'air genre fluide et... C'est des années de recherche. Ok. Genre, par exemple, tu as un prestataire qui fait toujours, t'appelles toujours la même personne pour un truc Hmm. depuis 10 ans. Ça sert à quoi, en fait, de rester prestataire-client? Associons-nous, tu vois. Hmm. Et ce que tu proposes, on va le proposer à tout le monde. Ok. Donc, moi, j'ai fait ça, tu vois. Après, c'est pas forcément toujours une bonne idée hein, de s'associer avec des prestataires. Mm. Mais en général, ça se fait, genre, ça tu ressens. Tu ressens quand il y a une case qui est vide, où il y a écrit associé, et elle est dans une certaine forme. Mm. Et ben, quand tu parles à quelqu'un et que tu vois, il a cette forme déjà, il a Hmm. juste à tomber pile poil dans la case, tu vois, et tu te dis, bon, bah, lui, il ferait peut-être un associé, tu vois. Ouais. Un bon Ok. associé par rapport à ses aptitudes. Il faut le choisir pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il dit. Mm. Ce qu'il a fait, comment il a prouvé. Et quand il était en difficulté, comment il a réagi. Et quand il était dans le succès, comment il a réagi. Mm. Et tu l'observes, tu vois. Tu observes les gens. Ouais, donc c'est toujours des gens avec qui tu as bossé, que C'est tu as toujours- vu ouais, dans l'action. ouais, j'ai vu dans l'action, Mm. dans les faits. Mm. Parce que les réunions qui durent 1000 heures, là, c'est bon. Tu racontes toute ta vie, on t'a jamais vu rien faire. Mm. Donc, en général, même, je vais les choisir quand ils sont dans l'action. Hein. Par exemple, j'avais un avocat. Pour le choisir, je suis allé le voir plaider. Hmm. Je veux pas qu'il me raconte, tu sais, moi, en fait, je fonctionne comme ci, comme ça. Non, mais j'ai déjà vu. Ouais. Donc, t'inquiète. Genre, je vais au tribunal, tu sais, vas-y, on va regarder ce que tu sais faire sur les autres. Là, je vais te choisir après. C'est comme tout, hein, quand tu choisis même un paquet de pâtes, bah, tu choisis pour certaines raisons, quoi. Ouais, bah ouais. Mm. Tu vas dire celle-là, pourquoi elle coûte plus cher? Fais voir la compo. Elle vient d'où? Ah ouais, ça a voyagé. Tu vois, Mm. tout, en fait, tu regardes tout. Ben, c'est pareil pour les gens. Et c'est pour ça que je te dis, je me trompe moins maintenant, parce qu'à force de vivre et d'expérimenter, bah, ça rentre dans des cases dans ma tête. Ok. Et c'est des personnes qui sont complémentaires à toi par rapport à ce que tu fais ou... Ouais, c'est la condition, ça. Ouais. Je vais pas prendre quelqu'un qui va faire ce que je sais faire. Mm. Sinon, je sais déjà le faire. Donc, faut que ce soit quelqu'un qui sait faire ce que je veux pas faire. Ouais. Et qu'il fait bien. Oui, c'est même pas ce que tu sais pas faire. Il y a des choses que tu sais faire, mais t'as pas envie de le faire. Aussi. Il y a des choses que je sais pas faire aussi. Mm. Mais si j'apprends, je vais savoir le faire. C'est juste le Ouais. temps. J'ai pas le temps Mm. d'apprendre. Toi, tu as passé 10 ans de ta vie à apprendre ce truc-là. Moi, je pourrais apprendre à le faire. Peut-être même en moins de temps, tu vois. Mm. Mais j'ai pas choisi ça. Donc, trop tard. C'est des choix unilatéraux. Mm.
J'ai choisi, moi, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Donc, comme je l'ai choisi, j'avais qu'à pas me tromper et j'avais qu'à choisir autre chose. Mais là, j'ai choisi ça. Donc, on va aller jusqu'au bout de ça. Ok. Et voilà, mais par exemple, une idée toute bête. Là, t'as quelque chose, là, une intuition de ouf, tu veux créer des gâteaux. Bah, tu vas aller voir des gens qui créent des gâteaux. Toi, tu as eu pensé à la forme du gâteau, tu as pensé au logo, tu as pensé à tout l'aspect marketing. Tu as ta communauté en plus qui fait que tu vas faire du B2B avec tel hôtel qui vont mettre des petits gâteaux dans les chambres. J'en sais rien. Lui, il n'a pas ça, lui. Lui, il est dans la création de gâteaux, tu vois. Donc, tu vas aller voir quelqu'un déjà qui est passé par toutes ces étapes-là. Ouais. Tu vas avoir, en fait, la V160 du gâteau. Alors que toi, ce sera ta V1. Mais lui, ce sera sa V160. Sa version 160. Pour gagner du temps. Tu gagnes du temps, de l'argent, du coup. Et surtout, tu vas pas te mettre là à confectionner des gâteaux, tu vois. Ça sert à ça, un associé. Et en même temps, après, la répartition, quand elle est bien faite, tout le monde mange. Lui, il est content qu'un jour, tu aies frappé à sa porte. Toi, tu es content de l'avoir trouvé. Vous faites la fête. Ok. Ouais. Mais n'oublie jamais le trinque. On trinque pas seul. On est comme un con avec son verre de champagne quand on est seul. C'est clair. Ou son verre de je sais pas quoi, de jus de pomme. Hein. Mais quand tu es seul avec ton verre, il y a un côté proud, tu vois. Tu es fier de toi. Mais ça dure 2 minutes. Tu vois. Ouais, non, c'est clair. Comme les stars internationales qui remplissent des stades. Mais ils sont seuls après, dans leur hôtel palace. Et ils disent, putain, tous, ils ont pris leur billet pour venir me voir. Et moi, j'aimerais juste en voir un, là. Ouais, pour partager ça avec quelqu'un. C'est nul. Carrément. Et j'avais un dernier sujet sur la gestion de ton temps. Ouais. Parce que moi, je vois déjà avec une boîte, la gestion de mon temps, c'est grave compliqué. Moi, après, j'ai pas d'associé, j'ai pas une grosse équipe. Mais comment toi, tu fais pour... à chaque fois, en plus, tu as des idées, donc tu rajoutes un business à côté. Comment tu fais pour gérer ton temps entre ces différents business ? Déjà, j'ai découpé ma semaine. Donc, avant, quand je faisais du son et tout, j'avais dit que je veux être en week-end le mercredi. Okay. Mais je suis en week-end le jeudi. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. On n'y est pas encore. Faut que j'atteigne le mercredi parce qu'une semaine, c'est impair. C'est 7. C'est 7 jours. Donc, il faut que le côté majoritaire, ce soit le côté du repos. Ouais. Et le côté minoritaire, les 3 jours, faut que tu arrives à rentrer le travail en 3 jours. Mais j'y arrive pas en vrai. Moi, je travaille 7 jours. C'est juste que je travaille 7 jours à distance. Je peux travailler 7 jours même à l'étranger. Je peux travailler 7 jours partout. Ouais. Donc, comment je fais ? Au début, c'était du 7 jours sur 7, genre 8h minuit. Ok. Les premières années. Puis après, je me suis dit, allez, je peux m'offrir le samedi. Non, je peux m'offrir le dimanche. Puis après, le samedi. Puis avec le Covid, il y a eu le vendredi. Parce qu'en fait, j'ai développé une addiction pendant le Covid. J'ai kiffé chez moi. En fait, j'ai découvert chez moi. J'ai même soulevé des trucs et tout. Je disais, mais il y a ça ici. Un truc de ouf. Je l'avais jamais vu. Parce que j'ai passé du temps chez moi avec mon fils, avec ma femme. Ça m'a fait un peu prendre du recul et regarder à l'intérieur ce qui se passait. Donc j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, quand ça réouvre, vendredi même, je suis plus là. Du coup, c'est jeudi que je finis. Ok. Après, je trouve les bonnes personnes pour gérer les bons pôles. Donc, il y a le manager de Dreadlux qui va gérer l'équipe, qui va me rendre des comptes. Par contre, quand même, il faut que je sois connecté à chaque fermeture de boutique et à chaque ouverture. Pour gérer si l'ouverture et la fermeture se passent bien. Après, le reste, entre les deux, j'ai confiance. Tu vois. Mais en général, il me voit envoyer des petits messages le matin. Si je ne suis pas là, c'est un décalage horaire, mais je me réveille à l'heure de française pour dire est-ce que c'est bien ouvert ? Est-ce que les clients sont bien pris en charge ? Oui. Est-ce que c'est bien fermé ? Est-ce que la caisse a bien été prise en charge ? Oui. Voilà. Ça, c'est important. Donc, tu as créé un système, en fait. J'ai créé un système. Et puis, il y a tout ce qui est caméra, il y a tout ce qui est... pas pour fliquer, mais pour sécuriser. Oui.
Même la caméra, elle est dissuasive, en fait. Elle empêche certaines personnes de faire certaines choses, sous prétexte d'être vues, d'être vérifiées, tu vois. En vrai, c'est surtout quand quelqu'un se casse la gueule qu'on va regarder les caméras chez nous pour faire des gifs et troller en permanence. Et du coup, même la caisse, elle est reliée à mon téléphone. La musique qu'ils écoutent, c'est relié à mon téléphone. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je te disais, pique, soigne. Même si j'ai confiance, je vais être sur vos côtes. Ouais. Tu vois ? Ok. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien et tout le monde comprend et tout. Et du coup, t'arrives aujourd'hui. Donc du coup, tu disais que ça avait mis du temps quand même pour trouver cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Ouais, parce qu'en plus, à chaque entreprise, j'ai fait un gosse. Comme toi. Dans le sens, là, j'ai mes 2 garçons, là. Et ben, il y en a un qui est né à la création du barbeur et il y en a un qui est né à la création de la boîte de prod. Ah, ok. Donc, c'est genre, à chaque fois, j'ai moins de temps, mais il m'en faut plus. Donc, ma femme, à un moment, elle m'a dit il va falloir que je fasse des choix et tout. Donc, je lui ai dit, vas-y, vendredi, samedi, dimanche, c'est pour vous. Et à Paris, parce que j'habite pas à Paris, j'habite loin, et ben, ceux qui veulent me voir, qui veulent qu'on ait des rendez-vous, ils savent que c'est entre le lundi et le jeudi. D'accord, c'est la condition. Ouais. Ils ont mon planning dans la tête, c'est facile en plus à comprendre. Lundi, jeudi, il est là. Après, il est plus là. Faut pas le calculer. Et ça, toi-même, tu déroges pas à ça. Parce que moi, je sais que des fois, je me dis, vas-y, samedi, j'enlève le samedi. C'est mon objectif d'enlever, de pas travailler le samedi. Donc, j'ai 2 garçons. De pas travailler, du coup, d'être avec ma famille. Mais il y a un truc qui fait que le boulot, il y a ça. Si c'est des enjeux énormes, par exemple, je t'ai dit vendredi, là, on va devant MK2. Oui. Et j'ai donné ma parole. Et ben, dans ce cas-là, je les emmène, tu vois. Ok. Qui met toujours dans leur champ de vision. Ou sinon, je les fais garder en ma présence. Ok. Oui, tu vois, ça, ouais. Je suis là, mais je peux pas m'occuper d'eux, je peux pas changer des couches, je peux pas faire des biberons, je peux pas. Mais je suis là. Okay. Comme ça reste un temps familial avec des souvenirs pour eux où ils voient les choses se faire. Et ils n'arriveront pas, quand ils auront l'adolescence, comme des touristes. Vas-y, le daron, il a fait ci, ça, mais en fait, on est des petits-fils de machin, on sait rien faire, on n'a rien compris. Et tout le mérite revient aux employés, là, qui eux ont tout fait, et nous, on va tout prendre. Impossible pour moi. Okay. C'est pas parce que t'es mon fils qu'il va y avoir de l'injustice. En plus, ça rime, tu vois. mais par contre, j'essaie de les forger à l'entrepreneuriat. Pas dans le sens... Entrepreneuriat, c'est une fibre. Entrepreneur. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. D'ailleurs, ça marcherait pas. Le monde, il marcherait pas si tout le monde était entrepreneur. Carrément. Mais je leur montre que le système dans lequel on va vouloir les faire rentrer, là, bientôt, là, c'est pas le seul qui existe. Donc, je leur fais ouvrir des boutiques. Je leur fais... je leur montre que, voilà, quand tu veux faire un truc, tu le fais. Et puis, après, il est fait, quoi. Justement, ce truc de... Tout est possible et qu'ils gardent, en fait, ce truc-là, comme toi, tu as pu le garder. Qu'ils voient, qu'ils aient des souvenirs. Quand on était petit, on n'allait pas au bureau de papa, on allait ouvrir des magasins. On venait dans des chantiers. Mon fils, il court là, quand on fait des chantiers, il court au milieu des gravats et tout, tu vois. Genre, et après, il voit des boutiques de luxe de ouf. Il dit, ah ouais, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Non, c'est vrai qu'en montrant, là, dernièrement, c'était cette semaine, début de semaine, mon fils de 4 ans, il a vu le matériel de podcast et il voulait enregistrer. Je dis, OK. Il a enregistré en disant oui, je vais être pompier avec un chat. Enfin, voilà, il a raconté son truc, tu vois. Okay. Et du coup, là, hier, il m'a dit mais maman, du coup, il est prêt mon podcast? Je lui ai dit, il est prêt pour que les gens l'écoutent. Et il me dit oui, et puis je vais lui trouver un titre aussi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, en faisant les choses un peu avec eux, de leur montrer, etc., sans parce que j'avais pas cette idée de lui faire un podcast, tu vois. Mais en fait, ils s'imprègnent. C'est des éponges, les enfants. Donc, du coup, ils s'imprègnent. Et du coup, paf, ça... on voit que ça a ouvert un truc. Ils te voient, toi, chercher des titres et tout. Ouais. Et donc, ils captent. Ils disent, ah ouais, je comprends maintenant pourquoi ils cherchent des titres. Parce que là, si on le sort, il faut un titre.
Il faut... Ouais, carrément. Et en plus, il est tout petit, donc du coup, c'est vrai que ça m'a étonnée. Après, je me suis dit l'impact que ça a justement d'être là et de leur montrer ce qu'on fait et pas juste dire non, maman, elle travaille. Maman, elle revient, maman, elle travaille. Faut pas rentrer là-dedans. Ouais. Dans le... Papa va au travail, mais ça reste un truc abstrait, le travail. Ouais, c'est ça. Non. Papa va au travail, d'ailleurs. Vu que tu sais pas ce que c'est, viens. Et tu vas voir. Et tu t'assois là et regarde. D'abord, observe. Après, tu vas mettre la main à la pâte. Et même dans tout, en fait. La cuisine. Oui. Genre, laisse, maman doit cuisiner. Bah non, viens voir. Pourquoi il faut que tu me laisses? Parce que déjà, c'est dangereux, il y a du feu, ça brûle. Si je rate, tu vas manger un truc dégueulasse. Si je renverse, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait. Et si tu veux, coupe les oignons qui sont là, et moi, je fais ça. Ouais, et je fais ça avec mon fils. Et il capte. Du coup, il me laisse tranquille. Ouais. Même pour l'endormir, je lui dis, tu vois, toi, t'as mangé à l'heure des enfants. Papa, il est rentré du travail un peu tard, donc il n'a pas mangé. Donc, j'ai faim. T'as vu, quand t'as faim, c'est pas marrant. Donc là, il faut que tu dormes et que tu me laisses aller manger. Et lui, il voit ça en mode, je peux pas l'empêcher de manger. Donc, ok, je vais dormir sagement dans mon lit et tu vas pouvoir aller manger. Ça me fait rire ton anecdote parce que mon petit de 2 ans, il se couche et tout. En ce moment, il fait beaucoup de cauchemars. Enfin, je pense qu'il a trop de trucs dans sa tête. Donc, du coup, il a du mal à s'endormir et il me dit maman, t'as mangé? Ça, c'est la question piège, tu vois. Parce que du coup, si tu dis oui, ça veut dire que tu peux rester. C'est ça, exactement. Eh ben, tu vois, maintenant, même quand j'ai mangé, je lui dis papa doit aller manger. Tu vas me laisser manger. Parce que j'ai faim. T'as vu, t'entends, ça gargouille, papa, il a faim. Et du coup, il me laisse et il reste des fois 1 heure à regarder le plafond avant de s'endormir. C'est ça, en attendant. Il se dit, j'espère qu'il mange bien, le daron. Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est ça pour dire que les petits, il faut leur parler et il faut les impliquer. Et moi, des fois même, heureusement, ma femme, leur mère, elle est archi ouverte d'esprit. Et parce que je vais dans des endroits, c'est pas pour les gosses. Tu vas dans des usines, dans des trucs de ouf, dans des labos et tout. Limite interdit aux enfants. Moi, je dis non, eux, faut qu'ils viennent. Et elle, en tant que maman, elle pourrait dire arrête tes conneries là, de les emmener partout, ils n'ont pas le droit de voir ça. Et elle a compris que si, il faut qu'ils voient et que le temps avec leur père, c'est important. Parce que j'en ai souffert ça beaucoup de mes précédentes relations, mes précédentes unions où j'ai eu des enfants, y compris mon fils que j'ai eu à 16 ans. C'est le drame de ma vie de ne pas l'avoir vu grandir comme j'aurais voulu, comme eux en fait. Parce que moi, faire des enfants, ça ne me branche pas si ce n'est pas pour les voir tous les jours de ma vie. Donc, j'étais persuadé qu'avoir un enfant, je n'avais pas anticipé les problèmes qu'il peut y avoir dans le couple. Pour moi, ça n'avait aucune incidence sur l'enfant. Sur mon rapport à l'enfant et ma relation. Ouais, t'es dissocié. Mais en fait, j'ai découvert la violence que c'était et vas-y, à quel point ça peut détruire un homme. Quand une femme ou même un papa ou une maman décide que non, en fait, tu vas arrêter de le voir et tout. Tu vois, prends pas compte de l'amour qui est indépendant de lui ou elle. Donc, ça fait que maintenant, j'en ai pleine conscience et j'ai la vraie valeur de ce que c'est que d'être avec son enfant chaque jour. Donc, même dans des trucs où ils ne devraient pas être, ils sont. Je vais te dire, même quand je vais aux toilettes, mon fils, il vient. Il vient me déranger. Il ouvre la porte et tout. Il veut vérifier si je suis bien là. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut profiter. Moi, j'ai encore du mal à... Alors, déjà, par rapport à ce que tu disais par rapport à ta femme, c'est vrai que c'est important aussi avec la vie atypique, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais du coup, ça prend quand même beaucoup plus de place qu'un job salarié. Carrément. Et que la personne, du coup, elle puisse comprendre et aussi être là, parce qu'au final, quand on vit avec quelqu'un, il est dans l'aventure. Mais en fait, là, elle comprend toujours pas. Elle comprend toujours pas parce que elle me dit, mais attends, à chaque fois que tu crées un truc, on a moins d'argent. Parce que, quoi le truc? parce qu'il y a des sacrifices et des compromis. Ça veut dire que moi, je vais pas me payer des sommes astronomiques alors que je suis en plein investissement. Ça n'a pas de sens. Je remplis un seau,
j'enlève dans un seau pour remplir un autre qui a un trou. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, je lui explique, mais bon, elle ne comprend pas encore trop bien. C'est que quand il y aura la récolte des fruits, peut-être qu'elle comprendra bien. Ouais. Mais comme là, on sort d'une grosse période d'investissement et qu'à chaque fois qu'il y en a une qui se termine, je repars sur un autre projet. Oui. Mais c'est un truc sans fin, en fait. Ouais. Notre destinée, c'est d'être en chien et de compter. Non, je dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est un truc à gérer. Hein, et je montre aussi les interviews de ceux qui sont très riches, même si moi, la richesse, c'est pas mon goal. Mais je montre les interviews de ceux qui ont réussi des grands trucs, qui t'expliquent qu'au début, la hesse, elle est même nécessaire. Hein. Ouais. Il faut goûter à ça. Au truc dégueulasse, tu vois, pour avoir la vraie valeur de comme ce que je viens de dire avec les enfants, en fait. Comme ce que je viens de dire. Peut-être si j'avais pas vécu mes drames familiaux avec mes autres enfants, que je vois beaucoup moins, même certains plus du tout, eh ben, je serais le daron qui fait ce qu'on a dit là, tu vois, qui claque la porte en mode, ouais, je vais au travail, laisse-moi. Allez, à ce soir. Tu vois. Donc la vie, peut-être, elle sait pourquoi elle fait les choses, quoi. Ouais, carrément. Carrément. La résilience. Ouais. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu avais un message, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voulais dire avant qu'on puisse clôturer? Ah, franchement, non. Je suis venu sans calcul. En plus, on a tout dit. On a parlé de plein de choses, ouais. Ouais. Business, famille, amis. Mais ce que je pourrais dire, c'est vraiment d'être bien entouré, quoi. Parce que ça, je remercie quand même l'éternel, tu vois. En fait, je suis toujours tombé dans des bons réseaux, dans des bons cercles d'amis et qui font que je suis entouré de bienveillance. Okay. Et moi, tu vois, quand j'entends les trucs de trahison, de faux amis, moi, je comprends pas, en fait. C'est pas quelque chose que tu as vécu? Oui, j'ai vécu des trahisons, mais quand tu fais le ratio, il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc, l'environnement, il faut filtrer. Tu vois, il faut être très bien entouré pour être bien équilibré, que ce soit dans le business ou partout. Okay. En plus, on devient les personnes qu'on fréquente. Oui, carrément. C'est clair. C'est avec moi, je vois tous les gens que j'ai pu croiser, comment ils m'ont fait grandir. Je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, mais c'est au contact des gens que tu grandis le plus. Carrément. On arrive aux 2 dernières questions du podcast. Donc, la première, c'est: est-ce que tu as des ressources à partager aux auditeurs? Un livre, un film, je sais pas, un épisode de podcast, n'importe quel format, mais quelque chose qui, toi, t'a permis de grandir, t'a permis de comprendre quelque chose. En vrai, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup été dans l'apprentissage. Hein. Moi, j'ai tout de suite été dans le vif du sujet, hein, dans l'action et tout. Donc, juste, je me transpose dans certaines séries, dans certains films et tout. Mais là, tout de suite, comme ça, là, il n'y a rien qui me vient, à part peut-être Breaking Bad. Ça m'a appris beaucoup le business. Breaking Bad. Je pense que ça a appris beaucoup de gens. Franchement, parce que moi, je vends de l'huile. Et je vends des shampoings, et je vends des gels, et je vends des baumes, et je vends tout un tas de choses. Et ben, ça passe dans des labos, tu vois. Ça passe dans des trucs, c'est des formules et tout. Du coup, je me prenais trop pour... c'est con, hein, le gars, on lui demande une référence, il sort Breaking Bad, tu sais. Mais, vraiment, il y a des choses à comprendre businessment parlant dans cette série. En fait, c'est intéressant d'avoir... à chaque fois que je pose cette question, il y a des trucs super différents qui sortent. Et c'est intéressant juste de comprendre qu'en fait, on peut puiser de n'importe quoi. De n'importe quoi, on peut puiser quelque chose. En fait. Ça, c'est la faculté à être focus. C'est ça, quand je dis focus. C'est en regardant cette chaise-là, je peux apprendre un truc par rapport à mon projet si je suis focus dessus, si je donne tout. Okay. Et c'est ça, chaque chose que tu vas regarder, tu le réfères à ton projet. Chaque chose que tu vas sentir, entendre, penser, c'est à ton projet. Ça, c'est trop important. Hein. Carrément. Et comme quand tu es en voyage, quand tu as un objectif, c'est d'aller, tu es dans le sud du pays, tu dois aller dans le nord, tu vas y arriver si tu es focus. Chaque personne que tu croises, tu te débrouilles, tu parles avec la langue des signes et tout, mais tu vas lui expliquer que toi, là,
t'es C'est déter, là-bas que tu dois aller dans le nord. Mm. Et ben, tu vas tomber sur un skateboard, puis un vélo, puis un train, puis un bus, puis un avion, mais tu vas y arriver après. Mm. Parce que c'est que des micro-interactions partout, comme les fourmis. Oui. Dans la fourmilière, là, elles se croisent, tu vois, elles se touchent, Mm. après elles font leur chemin. Elles se Ouais. touchent, elles font leur chemin. En fait, nous, les hommes, c'est comme ça. Mm. Tu dois donner, recevoir, donner, recevoir. Tu rencontres quelqu'un, il va te permettre d'atteindre ton but. Mais toi aussi, oublie pas de lui permettre d'atteindre son but. Ouais, c'est un échange. Et tac, 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 t'atteins ton objectif. Mm. Et tu peux devenir vraiment millionnaire comme ça, si c'est vrai, si c'est ça que tu vises. Ouais, t'as ton objectif et que tu perds pas de vue, quoi. Ouais. Carrément. Moi, je vais te dire mon objectif, c'est c'est en fait d'arriver à un moment où j'ai plus trop besoin d'argent, donc l'argent il est là, c'est bien, Ouais. mais il est pas là, ma vie elle est pareille, tu vois. Mm. C'est d'avoir v'là les animaux de toutes sortes et v'là les fruits et les légumes de toutes sortes, et en fait ma vie elle est à profit de tout ça. Donc le cheval il a besoin de moi pour pour couper ses sabots, je sais pas quoi. La chèvre elle a besoin de moi pour enlever son lait, sinon elle va exploser. Les fruits ils ont besoin de moi pour qu'il y en ait d'autres. Et en fait ça c'est le rôle de l'être humain sur la terre pour moi, c'est de réguler cette nature qui sans lui va s'organiser quand même. Ouais. Mais le fait qu'on ait des doigts, des articulations, tu vois, sinon on aurait des sabots, tu vois. C'est pour arracher, tirer, remplacer, arroser, désherber. C'est ça, en fait, à ça qu'on sert. Ouais, c'est le fait de reprendre son vrai rôle. Son vrai rôle d'homme. Et d'homme avec humain, quoi. Ouais. D'homme et femme, quoi. Et avoir un endroit avec un toit, si possible avec de l'eau potable, avec de la lumière, du feu, du chaud, du froid, tu vois. Et que ça, en fait, c'est gratuit quand tu regardes bien. La nature, elle donne à profusion. Ouais. C'est nous, on s'est trompés. On fait des tours à la Défense avec des gens avec des mallettes et on sait pas ça. C'est pas pour ça qu'on est sur Terre, je pense. C'est pour vraiment créer de l'harmonie entre tous les éléments de la nature et nous sommes un élément de cette nature. Ouais. Et quand je fais des locks et tout, j'ai l'impression que je fais ça. Tu comprends? Okay. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième, c'est les arbres, les locks, hein, c'est la première étape. Et les arbres, les plantes, les fruits, les légumes, tout ce qui fait que l'être humain va vivre, en fait. L'eau, tu vois, chez moi, il y a des cocotiers. Et ben l'eau qu'il y a dans le coco, elle m'est vitale. Pourquoi je ne vais pas passer toute ma vie à entretenir cet arbre-là qui me donne de l'eau? Enfin, c'est bizarre, tu vois. Donc voilà, c'est l'inverse de tout ce qu'ils font, la déforestation et tout. Moi, j'ai envie de créer l'inverse. Puissant. Voilà. Donc c'est parce qu'il y en a, ils vont te dire non, moi je veux un disque d'or. Non, moi je veux remplir le Bercy. Moi je veux être millionnaire. Bah, vu que j'en ai parlé, je te dis ce que moi je veux. Parce que au final, quand tu donnes ces exemples-là, j'ai l'impression, c'est peut-être des milestones sur un parcours, mais quel est ce que toi tu veux vraiment? Quelle est la vie que tu veux créer, en fait? Un objectif de vie. Les gens, ils disent oui, je veux avoir tel poste dans une entreprise. Même si on sort, tu vois, du côté entrepreneuriat. Oui, mais du coup, tu vas avoir tel poste, pourquoi? Pour avoir tel salaire, pour faire quoi avec cet argent, etc. etc. Et c'est vrai que des fois, faut aller creuser. Et quand on est entrepreneur, je trouve que on est poussé à aller creuser. Parce qu'on se donne tellement qu'à un moment, si c'est pas pour créer un truc qui t'est personnel, parce que du coup, c'est pas ta boîte, c'est ta vie, en fait. Donc du coup, on se pose cette question de vision, mais et ta vision pro, elle est intimement liée à ta vision perso, à ta vision de vie, en fait. C'est une question de sens. Il faut que tout ça ait du sens. Ça forme une boucle. Faire de l'argent, oui, d'accord, mais pour alimenter quoi? Parce que l'argent, c'est une énergie qui se transforme. Donc, tu alimentes quoi? Et c'est ce que tu as alimenté, ça va encore faire de l'argent. Tu vois, en fait, c'est trouver la boucle. Exactement. C'est pour ça que je suis toujours dans le réinvestissement. Ouais. C'est une boucle. Ok. Voilà. Et dernière question. Et la dernière, ouais. Oui, c'est bon. C'était, je demande du coup à tous mes invités de me donner le nom du prochain invité. Donc, qui verrais-tu à ta place dans ce podcast?
Bah, malheureusement, ceux que je vois le plus à ma place, ils sont à l'étranger. C'est des amis qui m'ont poussé. Je fais. Le dernier invité était à Washington. Ok, là, il est en Chine. Possible. Il est en Chine. Peut trouver. À côté de Shanghai. Après, il passe de temps en temps. C'est Soufiane Kellaf. Il a monté une chaîne de boulangerie en Chine qui s'appelle Luners. Énorme. Enfin, c'est pas lui forcément qui l'a monté, mais il est dans la société qui a monté ça et avec son ami Kian, que j'ai rencontré quand il sortait d'école de commerce. Et ils ont vite vu que ce monde-là, c'était pas pour eux. Il était chinois-français, il est marocain-français. Donc, ils se sont dit, viens, on va conquérir la Chine. Okay. Et là, ils sont à la tête d'une société de ouf. Luners. Ok. La lune pour les croissants. Excellent. Et du coup, lui, avant de partir en Chine, c'est en 2015, il m'a mis un coup de pied au cul. Il m'a dit, là, je pars, donc je vais plus te voir. En plus, nous, on n'est pas genre relation distance, tu vois. Ouais. Tu pars. Quand tu reviens, on raccommode là où on s'est arrêté. Donc là, je vais plus te voir, je vais pas savoir ce que tu fais, tu vas pas savoir ce que je fais. Je veux que quand je revienne, t'aies monté ton salon. Parce que si tu te branles, je t'en voudrais de ouf parce que ce que tu fais là, c'est trop... Le monde en a besoin en fait. Sois pas égoïste. Et je l'ai fait. Donc, pour moi, quand tu me poses cette question, c'est normal que je lui rende à lui, tu vois. Ouais. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui m'aident. Hein. Julicius Cosmétiques. Elle est ici, tu peux la croiser. Ouais, je la suis. C'est une partenaire à nous. D'accord. Elle m'aide pour tout ce qui est la cosmétique, tu vois. Et je l'aide dès que je peux. Ok. Savane et Mousson, qu'on va voir vendredi pour leur nouveau restaurant. Tous ces gens-là, faut que tu les interviewes. Ah ok, super. Bah écoute, tu me donneras le contact et puis j'irai les poker. Pas de problème. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, je tiens à te remercier parce que ta démarche a été tellement pure. Parce qu'en fait, ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que tu étais venu te coiffer tranquillement. Oui. On s'est croisés. Tu m'as proposé un truc. Et tu étais tellement genre, vas-y, c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. Genre, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. On a fait un rendez-vous, on s'est vu et c'est clean, quoi. Et en plus, tu travailles bien, c'est pro. Enfin, j'étais stressée quand même. Bah, j'ai attendu peut-être 20 minutes. Je me suis dit, allez. Et là, je te voyais partir en rendez-vous. Je me suis dit, ah ouais, non, mais là, il part. Ça se trouve, je vais plus le revoir en fait. Si. Non, je te respecte. Attends, si on a pris un rendez-vous, il faut que je l'honore. Non, mais quand je t'ai demandé. Ah, quand tu m'as demandé. Oui, en fait, j'étais en train de réfléchir au truc. Je me suis dit, il faut trop que je lui demande et tout. Et du coup, j'ai mis un peu de temps. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis plutôt dans mon coin, tu vois. Mais de moins en moins. Mais tu vas comprendre ça, tu vois. Que ça sert à rien. Et du coup, là, quand j'ai vu ton retour, en fait, je me suis dit, bah oui. En fait, c'est ce qu'il fallait faire. Bah oui. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui ose. Quand je veux un truc, je vais le chercher, je l'attrape et je le prends et je l'ai. Et ben, quand je vais voir quelqu'un qui fait ça, tout de suite, je vais tilter. Je vais dire, ah, j'aime bien, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, la suite, et là, on a passé plus d'une heure, presque 1h30 ensemble dans ce podcast. Et franchement, tous les sujets qu'on a abordés, c'était top. Donc, merci beaucoup de ton temps. Avec plaisir pour l'échange. Et de ce que tu as partagé aussi à tout le monde. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va rester en contact. Donc, bien sûr. Il faut que tu me parles de tes activités. Carrément. Merci beaucoup. Jade. À bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. J'espère que tu as apprécié cette discussion. Avec Thomas, nous nous sommes découverts durant cet épisode. Beaucoup de sujets et de valeurs en commun. Remémore-toi les mots de notre invité sur la persévérance et la puissance créatrice que nous avons tous au fond de nous et fonce. Regarde autour de toi, n'attends pas que quelqu'un d'autre donne vie à ton idée. Ce quelqu'un d'autre, c'est toi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcasts et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt.